Ma communication s'intitule Conjuguer environnement éducatif et engagement des enfants, richesse et questionnement d'une étude corrélationnelle à l'éducation préscolaire. Donc, bien entendu, c'est basé sur ma thèse de doctorat que j'ai faite avec mon comité de recherche, Annie Charon et Nathalie Grand. Un autre jour, classique, oui et non, là, dans le sens que je vais vous présenter assez brièvement le contexte de la recherche, les objectifs et la méthodologie. Les principaux résultats, mais je vous ai parlé de lourds tableaux avec des variables et tout ça. Je vais vraiment y aller de façon très sommaire. Mais ce qui m'intéressait plus aujourd'hui, c'était la discussion sur les enjeux méthodologiques, tous les questionnements finalement aussi qui ont émergé à la fin du projet. Pour ce qui est du contexte de la recherche, nous sommes allés à l'éducation préscolaire dans des classes de maternelle 4 ans et 5 ans. Et bien entendu, nous, ce qu'on avait en tête, on avait un intérêt particulier pour l'émergence de l'écrit dans le cadre de ce projet-là. Donc, on sait que le développement langagier est très, très, très lié à la réussite éducative des enfants présents et ailleurs. Donc, le langage oral, c'est le socle du langage écrit. Il y a de nombreuses recherches qui le démontrent. Je vous en ai quelques exemples. Il y en a beaucoup plus que ça. Et on sait que ces deux éléments-là, lorsqu'ils sont bien développés chez les enfants dès l'âge de 4 ans et de 5 ans, ça a une influence positive sur les apprentissages de la scolarité ultérieure. Donc ça n'est plus à démontrer. Tout le monde est sans doute d'accord là-dessus. Et la revue de la littérature nous dit qu'effectivement, on les connaît, les pratiques reconnues par la recherche, qu'on devrait mettre en place pour soutenir le langage oral et le langage écrit, mais qu'en fait, que ce soit au Québec ou ailleurs, les niveaux de qualité dans les classes d'éducation préscolaire sont généralement faibles, voire de base, mais on voit que les pratiques ne sont pas mises en place de façon systématique dans les classes. D'autre part, il y a une autre variable qui est de plus en plus intégrée dans les recherches, et c'est l'engagement des enfants dès l'éducation préscolaire. C'est un construit qui s'intéresse aux expériences individuelles des enfants en classe, mais qui est aussi largement étudié au primaire et au secondaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans une même classe, dans un même environnement éducatif, les enfants peuvent avoir des expériences très variables dans la classe. Donc, c'est important d'étudier ces expériences-là parce qu'on voit qu'elles ont aussi un rôle positif dans le développement de l'enfant en général, dans ses apprentissages, mais notamment dans le développement langagier. Et donc, cette variable-là qu'on considère un peu plus malléable, c'est-à-dire qu'on est capable de davantage intervenir sur l'engagement des enfants, par exemple, sur son niveau de statut socio-économique ou en fait de ses parents, ça fait qu'il y a un intérêt qui est grandissant pour la recherche et ça a été, donc, comme je vous dis, largement étudié avec les élèves plus vieux, mais on en vient à s'intéresser aussi à cet élément-là avec les petits. Et certaines études démontrent qu'il y aurait peut-être un lien justement entre le fait d'avoir un environnement éducatif de qualité et le niveau d'engagement des enfants qui serait en principe plus élevé et qui aussi donc favoriserait le développement langagier. Cependant, la difficulté qu'on a, c'est que ces études-là, qui sont somme toute intéressantes, ont utilisé des outils parfois très différents. Certains outils basés sur les perceptions des enseignantes, d'autres outils qui étaient des mesures observationnelles, par exemple, observer des enfants avec des captations vidéo, ensuite faire des cotations après chaque 30 secondes et d'autres mesures vraiment différentes. Donc là, ça rend difficile les comparaisons, en fait. Donc, ça affecte un petit peu la validité des résultats. Donc nous, on s'était donné comme objectif d'analyser les relations potentielles, donc leurs forces, leur direction, entre la qualité de l'environnement éducatif à l'éducation préscolaire et l'engagement des enfants, avec une lunette un peu plus particulière dans les situations de développement et d'apprentissage en émergence de l'écrit. Donc l'émergence de l'écrit, ça regroupe tous les apprentissages en langage oral écrit que l'enfant va faire avant de recevoir un enseignement plus formel à partir de la première année du primaire. Et donc, l'environnement éducatif de la classe, quand on va dans une classe de maternelle, il y a une dimension qui est physique. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est le mobilier, les jeux, le matériel de manipulation, les écrits, les affiches dans la classe. Donc, ça, c'est vraiment la dimension physique de la classe. Et d'autre part, il y a la dimension qui est plus interactive. Donc, c'est les interactions entre enseignantes, enfants et entre les enfants eux-mêmes. Et c'est ce qui forme un tout dans l'environnement éducatif. Et nous, on avait un intérêt de voir, est-ce qu'il y aurait un lien entre la qualité de cet environnement-là et l'enfant lui-même?
Et donc, c'est intéressant à ce moment-là, à l'engagement des enfants. Comme je vous dis, c'est un groupe construit. Sur le plan théorique, c'est issu des théories de l'autodétermination et un modèle fondateur de l'engagement, c'est celui de Friedrichs et ses collaboratrices, donc qui est à trois grandes dimensions. Donc, on reconnaît que dans l'engagement des enfants, il y a une dimension qui est comportementale, émotionnelle et cognitive. Et donc, il y a évidemment différentes définitions d'engagement chez les enfants. On peut parler de la qualité de la participation, de son implication en classe, de son niveau d'attention, par exemple, lors des activités d'apprentissage. Certains auteurs vont parler de la durée des interactions qui sont appropriées selon l'âge de l'enfant, bien entendu, avec son environnement social et son environnement physique, et toutes les manifestations de curiosité, de motivation, de persévérance, et toutes les relations de proximité que l'enfant arrive à mettre en place dans son environnement éducatif. Et donc, nos objectifs étaient les suivants. En fait, on a subdivisé en trois objectifs spécifiques cette recherche-là. Donc, on voulait d'abord évaluer la qualité de l'environnement éducatif au regard du soutien au langage oral et écrit. Alors, on a utilisé l'outil normalisé ELCO Pre-K, Early Language and Literacy Classroom Observation. Voilà, donc, qui est un outil qui évalue justement ces pratiques enseignantes-là avec la lunette langage oral et écrit. D'autre part, on voulait évaluer le niveau d'engagement des enfants en classe. Alors, on a utilisé l'outil normalisé InClass, le petit frère du classe, qui est pas mal le seul outil, en fait, celui qui est le plus utilisé dans le monde pour évaluer l'engagement des enfants de 3 à 5 ans. Et ensuite, pour notre troisième objectif, qui était de voir est-ce qu'il y a des relations qui existent entre ces deux variables-là, il fallait procéder à des analyses pour trouver, en fait, essayer de déceler justement ces relations entre les deux variables. Et donc, je vous présente nos participants. Donc, on a eu la chance de collaborer avec 8 centres de services scolaires de la région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, dans ce point-là. Et grâce aux conseillères pédagogiques à l'éducation préscolaire, ça nous a permis de faciliter le recrutement de 30 enseignantes à l'éducation préscolaire, 7 en maternelle 4 ans et 23 en maternelle 5 ans. Il y a un âge moyen de 43,13 ans et une expérience en enseignement d'à peu près 17 ans, dont 13 environ à l'éducation préscolaire. Et ensuite, on a également eu la chance de pouvoir observer 150 enfants en classe, donc moitié-moitié filles et garçons, d'un âge moyen de 69,72 mois. C'est normal qu'ils soient un petit peu plus près, plus âgés parce qu'on avait plus de maternelle 5 ans. Et donc, c'est 5 enfants par classe qu'on observait, d'où le 150 enfants observés au total. Et donc, l'outil ELCO, je vous le présente pas en détail, mais globalement, dans sa structure, il a un environnement, il a les deux premières colonnes, c'est un peu l'environnement général de la classe. Donc, on observe vraiment comment est organisée la classe, le mobilier, les jeux, est-ce qu'il y a du personnel de soutien qui est là, par exemple, des éducatrices spécialisées. Le programme d'études, on entend le programme éducatif, est-ce qu'il y a une approche qui est particulièrement mise en place, par exemple, avec des thèmes d'apprentissage en classe. Et les 3 dernières colonnes, donc ce sont vraiment les dimensions qui étudiaient plus spécifiquement l'environnement langagier, donc au niveau du langage oral, au niveau des livres et de la façon de promouvoir la lecture en classe, et finalement l'écrit et l'écriture émergente. Donc toutes les activités qui soutiennent finalement l'écriture. Et donc, on a des indicateurs de qualité avec une grille d'observation. Alors, selon la quantité, la fréquence des indicateurs de qualité qu'on observe en classe, bien, on attribue un score de 1 à 5 à l'enseignante observée. En complément, on a aussi utilisé une liste à cocher de l'environnement physique. On voulait avoir une photo un petit peu plus précise là, de la qualité de l'environnement physique en classe et qui nous permettait, par exemple, de compter le nombre de livres, d'évaluer la variété des livres, la diversité, l'utilisation, par exemple, d'une aire de lecture, d'une aire d'écriture. Donc, vraiment, on avait une liste qui est un petit peu plus pointue au niveau de l'environnement physique pour compléter nos observations. Pour ce qui est de l'engagement des enfants, comme je vous ai dit, on a utilisé l'outil InClass. Donc, on observait les enfants un à la fois. Donc, dans ses interactions individuelles avec l'enseignante, avec ses pairs aussi en classe, et son engagement aussi envers les activités d'apprentissage. En anglais, on va dire task orientation, c'est-à-dire est-ce que l'enfant fait ce que devrait être en train de faire. Ça peut être aussi simple que c'est l'heure de laver les mains avant la collation. Aussi, ce qu'il fait, il lave ses mains, il est engagé dans cette activité-là à ce moment-là.
Et on observait aussi les interactions négatives, c'est sûr que ça peut arriver dans une classe de maternelle qu'il y a des petits conflits entre les enfants, qu'il y a des formes d'opposition, de comportement perturbateur. Donc, c'est un élément qu'on observait aussi. Dans le cas d'une classe, ben là, c'est une échelle de Likert de 1 à 7. Donc, avec un niveau faible, moyen ou élevé, selon le nombre d'indicateurs, la fréquence, la qualité des observations. Et c'était effectué par des observateurs qui sont certifiés avec l'outil une classe. Donc, maintenant, pour les analyses, j'irai pas aussi en profondeur que Noémie. Merci, elle a expliqué beaucoup de choses plus complexes. Je suis allée vraiment avec un schéma très simple. C'est-à-dire que pour tous les scores qu'on calculait, on a fait bien entendu les statistiques descriptives de base, des corrélations pour vérifier justement s'il y avait, si tout fonctionnait au niveau de nos variables et des régressions multiniveaux. Désolée. Parce que on étudie Noémie d'expliquer tout à l'heure, lorsqu'on étudie des classes, il y a des variables qui sont prises à un niveau 1, qui sont les enfants. Vous voyez là, comme ça, il y a un niveau 2 qui est l'enseignante. Et donc, par exemple, dans la classe 1 de Madame Louise, il est possible que les enfants se ressemblent un petit peu plus entre eux. Et dans la classe 2 de Monsieur Maurice, c'est que les enfants se ressemblent un peu plus. Donc, on doit corriger pour cette problématique-là qui peut causer des erreurs de mesure. Donc, c'est simplement pour cette raison qu'on fait ce type d'analyse. Maintenant, pour nos principaux résultats, donc comme je vous ai dit, j'y vais vraiment d'une synthèse. Alors, pour ce qui est de l'environnement éducatif de la classe, donc si on regarde nos résultats, on voit que pour ce qui est du langage oral, dans toutes les pratiques enseignantes qui touchaient plus spécifiquement le langage oral, on atteint un niveau de base. Donc, on parle à peu près d'un 3 là, sur 5. Même chose pour les activités qui touchaient plus la lecture. Donc là aussi, les enseignantes atteignaient en moyenne un 3 sur 5. Pour ce qui est de l'écriture, ben là, c'est un petit peu plus faible. Donc là, on est arrivé à un 2, 2.5. Il y avait beaucoup moins d'occurrences. On peut observer les enseignants qui soutenaient l'écriture émergente chez les enfants. Et pour ce qui est de l'environnement physique, je vous parle de notre petite grille là, tout à l'heure qui était vraiment précise avec des points et tout ça. Et là aussi, on est arrivé à un niveau faible, particulièrement en écriture. Donc, par exemple, c'était rare qu'on observait dans les classes qu'il y avait une aire d'écriture, des outils pour permettre aux enfants d'expérimenter diverses activités d'écriture émergente. La lecture, c'était un petit peu mieux là en termes d'environnement physique, c'était un peu plus nourri. Mais quand même, souvent, ce qui a chopé, c'était la quantité de livres. Donc, par exemple, on s'attend généralement à 5 à 8 livres par enfant dans une classe. Et il y arrivait des fois qu'on en trouvait un par enfant, 2. Donc, c'est des exemples de résultats qu'on a trouvés. Mais tout ça pour dire que globalement, on se colle pas mal aux études qui ont déjà utilisé cet outil-là, que ce soit au Québec ici, en l'étude de Charon aux États-Unis également. On arrive à des résultats assez semblables, ce qui nous permet de penser qu'on a bien utilisé l'outil et qu'on a à peu près le même type de qualité au Québec. Ensuite, pour l'engagement des enfants, ben là, envers leur enseignante, on a découvert un niveau faible. C'est-à-dire que les enfants, en fait, l'enfant qu'on observe pendant les 4 fois 10 minutes où on l'observe dans une période d'un avant-midi, il est peu souvent en interaction avec son enseignante. Étonnamment, on a trouvé un résultat aussi semblable avec les pairs, légèrement plus élevé, mais quand même, ça veut dire qu'on observait l'enfant, il y avait peu d'interaction avec les pairs durant les cycles d'observation. Au niveau de son engagement vers ses activités d'apprentissage, ses tâches, là, on arrive à un niveau moyen, donc à peu près un 4 sur 7 environ. Et dans les interactions négatives, un niveau faible, mais ça, c'est ce qu'on souhaite dans une classe, qu'il y ait peu de conflits, il y ait peu d'opposition comportementale et de trucs comme ça. Et là encore, je vous donne 2 exemples d'études, mais il y en a plusieurs qui ont utilisé le même outil. On arrive à des résultats assez semblables au niveau de l'engagement des enfants. Pour ce qui est des relations entre l'environnement éducatif et l'engagement des enfants, ma grande déception, nous n'avons trouvé aucune association, en fait, entre le niveau de qualité offert par les pratiques enseignantes en langage oral et en langage écrit et l'engagement des enfants. C'est dire que c'est comme, les pratiques enseignantes d'une haute qualité ne permettent pas de dire que le niveau d'engagement des enfants va être lui aussi d'un niveau plus élevé. Toutefois, on a quand même eu certaines variables de contrôle qui, elles, se sont avérées significatives. Et par exemple, l'indice de milieu socio-économique, ça peut sembler contre-intuitif, mais plus une école était en milieu défavorisé, plus il y avait un grand nombre d'interactions avec l'enseignant. Un nombre et une qualité d'interaction.
Mais pour le nombre d'enfants par groupe, donc plus il y avait d'enfants dans le groupe, plus il y avait d'interaction avec les pairs et potentiellement aussi d'interaction négative. Ça, on peut quand même assez bien le comprendre. J'ai peut-être plus de partenaires de jeu potentiels, mais je peux aussi avoir plus de conflits potentiels. Donc ça tient la route. Et l'âge des enfants aussi était associé avec leur engagement dans les activités d'apprentissage. Mais ça, c'est tout à fait cohérent avec la maturité des enfants. Donc, un enfant qui est plus proche de son 6 ans, on peut s'attendre à ce qu'il soit engagé de façon plus intense, plus longtemps dans une activité qu'un enfant, par exemple, qui a un jeune 4 ans. Donc, ça, c'était pour les associations. Donc, notre troisième objectif, voir quelles associations on trouvait entre l'environnement et l'engagement des enfants. Maintenant, comme je vous disais, ce qui m'amène à vous parler plus de la discussion sur les enjeux méthodologiques. Malgré le fait qu'on n'ait pas trouvé d'association significative, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des éléments intéressants à faire ce type d'études-là. Par exemple, le premier élément, c'est que ça donne un portrait de la situation actuelle qui est vraiment, donc, qui a été pris en contexte naturel. Nous, on n'arrivait pas à dire, on disait pas aux enseignantes, vous faites ceci, vous faites cela. On leur disait, vous faites la journée la plus normale possible, pas d'activité spéciale, pas de clown. Je précisais ce genre d'affaires parce que je voulais vraiment observer ce qui se passe normalement, dans une journée. Donc, on a un portrait vraiment clair de la situation. C'est très rigoureux avec des outils normalisés. Alors, on a une photo quand même, on peut dire, assez précise. Aussi, comme deuxième richesse que je pense qui ressort de cette recherche-là, c'est quand même, on arrive à cibler des pratiques enseignantes qu'on pourrait améliorer. On les connaît, les bonnes pratiques à faire. Maintenant, on arrive à les cibler de façon assez précise, de façon à ce qu'on puisse améliorer la qualité de notre offre de formation en formation initiale et continue, et de dire, ce qu'on apporte comme pratique enseignante, ce sont des pratiques qui sont appuyées par la recherche, et puis donc, on pourrait vraiment améliorer la formation, l'accompagnement des enseignantes aussi. Pour ce qui est du transfert des connaissances, ce qui est intéressant d'utiliser des outils normalisés comme ELCO et Linkler, c'est que ça facilite, donc ça nous donne un langage commun. On observe les mêmes choses, donc après ça, on peut faire plus facilement des comparaisons. Et aussi le fait d'utiliser ces mêmes outils-là et de voir qu'on arrive à des résultats quand même semblables à d'autres études nous permet de croire qu'on les a bien utilisés, nos outils. On a fait des tests, ça, je vous rassure, mais on se dit, finalement, OK, on a utilisé ces outils-là et on a obtenu un portrait quand même assez rigoureux. Et aussi, ce que ça nous permet de voir, d'utiliser une recherche comme ça et peut-être aussi d'arriver à la fin de dire, c'est drôle, j'ai pas trouvé tant d'associations que ça, mais en fait, ça nous permet de voir que la situation, le contexte éducatif, il est quand même très complexe. Donc, si on se met plus dans une approche écosystémique, on sait que l'école peut avoir une influence, la famille, la communauté. Est-ce que ces outils permettent de détecter? Non, mais ça nous permet de voir qu'en fait, on doit réfléchir, et je pense que Noémie en a bien parlé juste avant, à comment arriver à déceler des relations qui sont à la fois complexes et dynamiques. Et aussi, ça nous permet de voir que les caractéristiques de l'enfant jouent quand même un rôle peut-être plus important même que ce qu'on pourrait imaginer, donc d'aller creuser un petit peu plus cet aspect-là. Maintenant, pour les questionnements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui nous permettrait peut-être d'aller chercher des résultats significatifs une prochaine fois? Reproduire une même étude, mais à plus large échelle? Donc, aller chercher 100, 200 classes? C'est tellement un gros projet que tout se peut, mais c'est ça. Et oui, voilà. Et, oui, en tout cas, j'en parlais dans les défis d'ailleurs, mais voilà. Est-ce qu'un autre questionnement qu'on avait? Nos outils sont-ils imparfaits? On a fait des analyses factorielles confirmatoires. J'aurais rêvé d'en faire une avec l'outil ELCO, mais ça m'aurait pris 200 classes, donc ce n'était pas possible. Mais on l'a fait avec Linkler, et on s'est rendu compte, comme disait Noémie tout à l'heure, que ça fitait pas tout à fait avec les données. Et donc, l'outil, quoique utilisé partout dans le monde, ne permet peut-être pas de capter tout ce qu'on pourrait capter. Et une question qu'on avait beaucoup, c'était pourquoi perd-on la significativité une fois en régression? Parce que lorsque je vous disais qu'on a fait des corrélations, je vous épargne le tableau qui est long comme ça, mais il y avait plein de corrélations significatives. Et quand on passait en régression, donc on allait un petit peu creuser un peu plus loin, on perdait cet élément-là. Et un de nos principaux suspects, c'était le nombre d'enfants par groupe. On pense que c'est une variable qui joue un rôle peut-être de médiation, justement, de modération entre l'environnement
physique, l'environnement éducatif, pardon, et l'engagement des enfants. D'où ma dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement des chemins plus complexes que ce que nous, on essayait d'étudier, et dont Noémie a parlé tout à l'heure? Donc, il y a cette possibilité-là que les variables entre elles jouent un rôle de médiation, de modération, notamment le nombre d'enfants par groupe et l'âge des enfants pourrait en être qui serait à creuser un peu plus en profondeur. Je termine avec les principaux défis qu'on a rencontrés. Le recrutement. Donc, on était encore en période de pandémie. Alors, je me souviens d'avoir porté mon masque quadruple couche dans ces 30 classes-là. Mais, donc, recruter des enseignants, parce que ça leur demande quand même du temps. Il faut quand même comprendre qu'elles prennent le temps d'envoyer les formulaires de consentement et tout ça. Être observé, ce n'est pas, c'est quand même quelque chose. Ce sont des mesures d'évaluation. Donc, on se doute qu'il y a quand même un élément de stress pour les enseignantes, et avoir aussi l'accord parental des parents n'est pas toujours facile. Dans certaines classes, je vous dirais qu'on arrivait juste avec le nombre d'enfants requis 5. Donc, il fallait pas garder d'absence cette journée-là. Au niveau des ressources humaines, c'est probablement un des plus grands défis, c'est que ça prend beaucoup de monde en même temps, beaucoup d'auxiliaires de recherche en même temps, parce qu'on utilise plus d'un outil et on doit aussi valider, faire des accords interjuges. Donc, par moment, c'est ramassé 5 dans une même classe. Et il faut que tout ce beau monde-là ait des disponibilités communes. J'ai un souvenir mémorable d'avoir fait les horaires de visite de classe avec les auxiliaires de recherche. J'en rêve encore de ce fichier Excel. Et aussi, il y a un aspect outil d'évaluation, c'est-à-dire que ce sont des outils normalisés, donc on doit être formé, certifié, recertifié. Je regarde Alexandra parce que c'est elle qui annuellement me dit: tu dois te recertifier aux classes, il y a une classe. C'est mon angoisse du mois de septembre. Et donc, il faut vraiment, on peut pas prendre n'importe qui pour faire ça. Et on se rend compte aussi que ces outils-là sont quand même assez sensibles au contexte d'apprentissage. C'était une autre de nos pistes là d'exploration. Je conclus vraiment avec et maintenant. Que vais-je faire? Piste pour de futures recherches. Bon, j'ai une conclusion de 15 pages dans ma thèse. Alors, juste ça, j'avais beaucoup d'idées. Combiné, peut-être parce que le fameux N là, dont on parlait tout à l'heure, la taille de l'échantillon, il faudrait peut-être qu'on se combine plusieurs équipes ensemble. Si on travaille sur les mêmes outils pour arriver à avoir des tailles d'échantillons un petit peu plus grosses, ça pourrait être une option. Utiliser les captations vidéo pour filmer plus d'enfants à la fois. Donc, aller chercher plus que nos 5 enfants par classe, puis coder par après en captation vidéo. Cibler des contextes d'apprentissage. Je pense qu'on se rendait compte qu'il y avait une variabilité dans nos mesures, soit selon qu'on était dans des activités dirigées par l'enseignante ou amorcées par les enfants, par exemple les jeux libres. Et bien entendu, l'accompagnement des enseignantes en formation, je pense une piste de recherche vraiment, on peut pas passer à côté si on veut augmenter nos scores un petit peu plus que la base. Là, il y a vraiment un accompagnement à faire avec nos enseignantes à l'éducation préscolaire. Je pense que j'ai terminé. Alors, mes remerciements au Centre de services scolaires, puis vraiment aux enseignantes, aux enfants et qui ont participé à la recherche, parce que c'était quand même beaucoup de monde. Et bien entendu, à la superbe équipe d'auxiliaires de recherche de l'équipe. Sans elle, ce projet n'aurait pas été possible. Et bien entendu, nos organismes subventionnaires. Grand merci.